Le 26 mai 2013, le Jashkon 4 a coulé dans une mer agitée. Une équipe de plongée en saturation à bord du navire de soutien Helveg Toucan a été appelée pour récupérer les corps des 12 marins à bord. Ce qu'il ne savait pas au lui, c'est qu'un homme avait survécu, piégé dans une poche d'air à l'intérieur du navire submergé, à 30 mètres sous la surface de l'eau. Le 26 mai 2013, 6 plongeurs en saturation travaillent à bord du Helveg Toucan. Le Helveg Toucan est un navire de soutien à la plongée affrété par une société appelée West African Ventures. Les plongeurs posent des conduites pétrolières à une profondeur d'environ 70 mètres, soit 230 pieds, lorsque l'appel arrive. À environ 65 milles nautiques de leur position, un remorqueur, le Jashkon 4, qui est un autre navire exploité par West African Ventures, s'est renversé et a coulé. West African Ventures contacte Colby Verret, le superviseur de plongée sur le Helveg Toucan, et lui demande, ainsi qu'à son équipe, de récupérer les corps des 12 hommes à bord. Bien que cela ne fasse pas strictement partie de leur description de poste, les plongeurs en saturation savent qu'à un moment donné de leur carrière, on peut leur demander d'accomplir cette tâche pénible. Ils savent aussi que cela pourrait leur arriver un jour et qu'un autre marin ou plongeur ferait la même chose pour eux. Ils ont maintenant 2 problèmes. Le premier problème est que les plongeurs sont pressurisés pour une plongée à 70 mètres et que le Jashkon 4 a coulé dans 30 mètres d'eau. Ils ne peuvent pas simplement remonter à 30 mètres parce que leurs corps ont absorbé de l'azote et de l'hélium équivalent à la pression de travail. Il leur faudra presque 20 heures pour remonter en toute sécurité à 30 mètres et permettre à l'excès d'hélium et d'azote de s'échapper de leur corps. Ce processus s'appelle la décompression et j'en parlerai un peu plus en détail plus tard dans cette vidéo. Le deuxième problème qu'ils rencontrent, c'est que les bateaux sont lents. 65 milles nautiques, c'est environ 75 miles ou 120 km de distance. Pour la plupart, parcourir cette distance en voiture prendrait un peu plus d'1 heure. Mais la mer a été agitée par la même tempête qui a coulé le Jashkon 4, donc il faudra avancer lentement pour atteindre le site de l'accident. En fait, il faudra environ 17 heures pour y arriver à une vitesse d'environ 4 nœuds, soit des 1000 nautiques par heure. Toi et moi pouvons marcher à peu près aussi vite que ce bateau avancera dans ces conditions de tempête. Heureusement, le temps de navigation jusqu'à l'emplacement de la barge coulée prendra à peu près autant de temps que la décompression. Ils sécurisent donc leur site de travail, amènent la cloche de plongée sur le pont et l'attachent à l'habitat, puis lèvent l'ancre. Mayday, mayday, mayday. Le remorqueur Jashkon 4 s'est renversé et est en train de couler. Il y a 12 membres d'équipage à bord. L'emplacement est à 14 miles. Vers 5h00 du matin, le 26 mai 2013, Harrison Oken, le cuisinier à bord du Jashkon 4 se lève pour préparer le petit déjeuner pour l'équipage. Il déverrouille la porte de sa cabine et se dirige vers la salle de bain. La mer est agitée et Harrison se tient prêt quand tout à coup, le bateau est frappé par une vague bien plus grande que les autres qui déferlent. La force de la vague fait chavirer le remorqueur et, en retombant de la crête de la vague, il s'écrase dans la mer avec une telle violence que la coque du bateau se fissure et l'eau s'engouffre immédiatement. Harrison ouvre violemment la porte et se précipite vers la trappe de secours où 3 de ses coéquipiers essaient déjà de s'échapper. Avant qu'il n'y arrive, l'eau s'engouffre et remplit le couloir, engloutissant les 3 autres membres d'équipage et les emportant. Le remorqueur Jashkon 4 a été frappé par une vague scélérate en pleine mer agitée. Il chavire immédiatement et coule. C'est l'un des 3 remorqueurs qui tractèrent un pétrolier. Leur mission est de stabiliser le pétrolier dans la mer agitée. L'un des navires qui l'accompagne envoie un appel de détresse sur le canal 16. Le canal 16 est la fréquence radio que tous les navires surveillent. Si quelque chose se passe en mer, vous lancez un appel de détresse sur le canal 16 et vous savez que tous les navires écoutent à la même fréquence, donc ils recevront votre appel à l'aide. Le Jashkon 4 coule si vite que son capitaine n'a même pas le temps d'envoyer un appel de détresse. Le lieu de cet accident se trouve à environ 14 miles nautiques au large des côtes du Nigeria et un hélicoptère est immédiatement dépêché pour rechercher des survivants. À la fin de la journée du 26 mai, aucun corps n'a été retrouvé et la recherche de survivants est annulée. West African Ventures contacte alors l'un des navires de sa flotte, le Helveg Toucan, pour demander à ses plongeurs de localiser l'épave et de rechercher des corps. Le Helveg Toucan arrive sur les lieux en fin de journée le 27 mai, la mer s'est calmée et ils peuvent commencer leurs recherches.
Ils disposent des coordonnées où le Jascon 4 a coulé, mais ils doivent encore la retrouver sur le fond marin. Les courants océaniques l'ont éloigné de sa dernière position connue en surface. Le Lvec Toucan compte 6 plongeurs qu'ils divisent en 2 équipes qui travaillent, 24 heures sur 24. Ils envoient une cloche de plongée à 30 mètres, soit 100 pieds. Un plongeur reste dans la cloche de plongée pour assurer le soutien et 2 plongeurs entrent dans l'eau. Après avoir trouvé le Jascon 4 qui repose à l'envers dans le sable à 30 mètres de profondeur, les plongeurs doivent maintenant trouver un moyen d'entrer dans l'épave. La côte nigériane est tristement célèbre pour les pirates. Il est donc d'usage de sécuriser et de verrouiller toutes les trappes du navire ainsi que toutes les portes intérieures. Cela signifie que les plongeurs doivent forcer l'entrée du Jascon 4. Les plongeurs sont des ingénieurs sous-marins. Ils sont donc équipés d'outils et de chalumeaux de soudage sous-marins qui leur permettront de forcer les loquets et d'entrer. Après avoir ouvert une trappe extérieure, ils doivent maintenant commencer la tâche dangereuse de pénétrer dans le navire et de fouiller cabine par cabine. Le Jascon 4 est retourné et repose de façon précaire sur sa tête de mât. La tête de mât est la partie la plus haute du navire qui porte la balise radio du navire et ses drapeaux. Ce n'est pas un support structurel, mais maintenant il supporte le poids du navire, ce qui le rend instable. Si cela cède avec un plongeur dedans, il risque d'être piégé ou écrasé lors de l'effondrement. Un plongeur attend dehors pour aider à faire passer le cordon dans l'épave, pendant qu'un autre y entre pour chercher des corps. Le cordon ombilical est un ensemble de tuyaux qui fournit du gaz aux plongeurs et des câbles pour la communication bidirectionnelle avec le navire et les autres plongeurs. La recherche des corps est un processus lent. La visibilité dans l'eau est parfois très faible, alors ils doivent tâtonner autour de l'épave. C'est un navire inconnu qui est retourné et ils doivent garder leur orientation à l'esprit pendant qu'ils progressent à travers le bâtiment. Heure après heure, ils travaillent sans relâche. Même s'ils s'attendent à trouver des cadavres, c'est toujours une expérience à glacer le sang que de tomber sur un corps flottant dans l'eau trouble. Dans l'après-midi du 28 mai, 2 jours après le naufrage du bateau, l'équipe de plongeurs a extrait 4 corps. Le superviseur de plongée, Colby Verrett, dirige son équipe de plongeurs sud-africains. Dans la cloche se trouve André Erasmus. Dans l'eau se trouvent les plongeurs Daryl Oosthuizen, qui fait passer le cordon ombilical à Nico van Heerden, qui s'apprête à entrer dans le Jascon 4. Les plongeurs respirent un mélange gazeux spécial composé d'oxygène et d'azote, similaire à l'air que nous respirons, auquel ils ont ajouté de l'hélium. Ceci s'appelle le trimix, qui est courant pour les plongeurs en saturation. À des profondeurs inférieures à 20 mètres ou 66 pieds, l'azote commence à avoir un effet narcotique que les plongeurs appellent l'effet Martini. Plus vous descendez, plus vous vous sentez ivre. L'azote est plus dense que l'hélium, donc l'hélium circule un peu plus facilement dans et hors de vos tissus corporels que l'azote, et réduit les effets de la narcose à l'azote. Mais comme l'hélium n'est pas aussi dense que l'azote, il conduit également la chaleur hors de vos tissus corporels plus facilement que l'azote. C'est pourquoi lorsque vous respirez de l'hélium provenant d'un ballon, votre voix devient aiguë. L'hélium refroidit votre larynx, ce qui modifie la hauteur de votre voix, et donc ces plongeurs ont une voix de dessin animée. On descend, on descend. On descend. Nico entre dans l'épave. Il s'oriente et avance dans le couloir. Il pénètre dans les quartiers des officiers vers la proue du navire. Dans l'eau sombre, Nico aperçoit une main. Un frisson lui parcourt l'échine. Il tend calmement la main pour tirer le corps vers lui, afin de pouvoir le sortir du navire et le ramener à la surface. Mais son cœur rate un battement lorsque la main saisit la sienne, comme si le corps était revenu à la vie. Nico est surpris, mais il reprend rapidement son sang-froid. Si vous faites des recherches sur cette histoire, vous verrez certains rapports affirmant que Harrison les a entendus arriver et a frappé sur le bateau pour leur faire savoir qu'il était à l'intérieur. Je ne crois pas que les plongeurs aient entendu son message. Quand Nico l'a trouvé, lui et Colby, le superviseur de plongée, sont tout aussi surpris et vous pouvez même entendre Colby dire « S'ils avaient su qu'il y avait quelqu'un de vivant à l'intérieur, ils auraient déjà commencé à planifier un sauvetage et ils auraient su ce qu'ils allaient m'en faire, ou au moins, ils auraient préparé un plan. » Nico peut voir que le survivant est soulagé de le voir. Il est tout aussi impressionné que le gars garde son sang-froid. Ce sang-froid lui a permis de survivre pendant 2 jours dans une poche d'air à bord d'un navire coulé, à 30 mètres sous la surface de l'eau. Nous savons maintenant que le survivant est Harrison Hocken, qui a survécu pendant 63 heures dans sa poche d'air. Pendant ce temps, il a fabriqué un petit radeau pour se maintenir au-dessus de l'eau. Il a entendu ce qu'il ne pouvait qu'imaginer être ses collègues dévorés par des poissons ou des requins,
et il a prié pour que sa vie soit sauvée. Pour comprendre les problèmes liés à son sauvetage, il faut les diviser en deux catégories, le court terme et le long terme. Le court terme concerne les prochaines heures et le long terme concerne les 3 prochains jours. Le problème le plus immédiat auquel Harrison essaie confronté, c'est que sa poche d'air se remplit lentement de dioxyde de carbone à chaque expiration. Le dioxyde de carbone va l'empoisonner et le tuer avant qu'il ne manque d'oxygène. Les effets du dioxyde de carbone à 30 mètres de profondeur sont encore plus prononcés qu'à la surface. La solution consiste à ajouter du gaz respiratoire dans la poche d'air, mais cela crée 2 problèmes. Le premier souci est que le mélange gazeux, Trimex, utilisé par les plongeurs et contenant de l'hélium, pourrait ne pas être sûr pour Harrison s'il le respire tout de suite. Les plongeurs ont un peu de temps pour s'acclimater à l'hélium pendant leur descente, mais Harrison est déjà en profondeur. Après avoir consulté un médecin hyperbare spécialisé en médecine hyperbare, il décide pour que le risque est très faible. Harrison aurait déjà absorbé une quantité d'azote équivalente à la pression de l'eau environnante. En fait, il est déjà un plongeur en saturation. Tout hélium que les tissus de son corps pourraient absorber devrait remplacer l'azote que son corps a déjà absorbé, ce qui serait un processus lent, identique à celui des plongeurs qui descendent lentement. Le problème suivant est d'acheminer un mélange gazeux à Harrison. Ils ont 2 choix. Nico peut purger le gaz de son casque pour renouveler la poche d'air. Cela augmenterait la quantité d'oxygène dans la poche d'air et réduirait effectivement le pourcentage de dioxyde de carbone. Cela semble assez simple, mais les plongeurs doivent être prudents. Le navire repose déjà sur sa tête de mât, ce qui le rend instable dès le départ. S'ils purgent simplement du gaz dans la poche d'air, ils augmentent la flottabilité du navire. C'est comme gonfler un ballon sous l'eau, le navire commence à flotter, ce qui va le déstabiliser, et il risque que le navire se renverse sur le côté et piège éventuellement Nico. Et l'air qui maintient Harrison en vie pourrait s'échapper, et il se noierait avant qu'ils aient de la chance de l'extraire. Il prépare déjà un casque de plongée dans la cloche pour l'apporter à Harrison, mais le casque est lourd. Il s'appelle le casque de plongée Kirby Morgan. Je laisserai un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le consulter. C'est le casque préféré des plongeurs professionnels. Une fois que Harrison aura le casque, il aura une source d'air, mais il ne pourra pas garder la tête hors de l'eau longtemps. Une fois dans l'eau, il ne sentira plus le poids du masque. Mais une fois qu'il l'aura mis, c'est tellement lourd qu'il doit aller dans l'eau. Il ne peut pas rester assis sur son radeau de fortune avec cet équipement lourd. Mais l'eau est froide. Ce n'est pas aussi froid que la mer du Nord. Mais Harrison est piégé depuis 60 heures et a déjà froid. Il ne peut donc pas perdre de temps dans l'eau à attendre qu'ils élaborent un plan. Donc le casque doit être mis quand ils sont prêts à l'extraire et pas avant, ce qui veut dire que Nico doit purger du gaz dans la poche d'air. Assez pour renouveler l'air, mais pas au point de rendre le bateau instable. Nico apporte aussi une bouteille d'eau à Harrison pour qu'il puisse se réhydrater. Il est resté piégé pendant des jours sans nourriture ni eau. Le problème à plus long terme, c'est qu'ils ne peuvent pas simplement remonter Harrison à la surface. Harrison est resté piégé dans une poche d'air à 30 mètres, subissant une pression 4 fois supérieure à celle de la surface. Si vous faites de la plongée et que vous respirez de l'air comprimé, l'azote contenu dans cet air est également comprimé. L'azote comprimé est absorbé par votre corps. Nous avons tous de l'azote dans notre corps, c'est normal. Mais lorsque vous faites de la plongée, votre corps absorbe plus d'azote. Les plongeurs amateurs absorbent peu d'azote et n'ont donc pas besoin de décompression. Les plongeurs en saturation absorbent l'azote jusqu'à ce que la pression interne de leur corps égale celle de la profondeur. Leur corps devient saturé. Je dis azote, mais pour ce sujet, l'azote et l'hélium agissent de la même manière. Parce que Harrison a été sous pression pendant plus de 2 jours, son corps est saturé d'azote. Et s'il remonte directement à la surface, il aura un accident de décompression, aussi appelé les bends. Cela signifie qu'il doit remonter lentement et se décompresser sur 3 jours. Et c'est précisément ce que suggère le médecin hyperbare. C'est une vraie chance qu'Harrison ait une équipe de plongée en saturation et une cloche de plongée pour ce sauvetage. S'il avait été retrouvé par des plongeurs utilisant un système de plongée sous-marine classique, il serait mort au moment où il serait remonté à la surface. Le sauvetage n'est possible que grâce aux cloches de plongée et à l'habitat de saturation du Lvec Deccan Nico aide Harrison à mettre le casque Kirby Morgan. Il guide ensuite Harrison à travers le passage du Jascon 4 de là. Nico et Darrell l'emmènent jusqu'au caisson de plongée. Le cloche de plongée est scellé pour maintenir la même pression
et Harrison est amené sur le pont du Helveg Toucan, où il restera pendant les 3 prochains jours dans une chambre de décompression. Au cours des 3 jours suivants, Nico reste à ses côtés. Il nourrit Harrison, lui administre les médicaments prescrits par le médecin hyperbare, change ses draps et le soigne jusqu'à ce qu'il retrouve la santé, tandis que la pression est lentement relâchée et que son corps s'adapte progressivement à la pression de surface. Après la décompression de Harrison, un hélicoptère le ramène sur la terre ferme et Nico retourne dans la chambre afin de pouvoir reprendre son travail d'installation de tuyaux de pétrole à 70 mètres de profondeur. Après son épreuve, Harrison a juré qu'il ne s'approcherait plus jamais de l'océan, mais il est finalement devenu plongeur professionnel et affirme qu'il adore être sous l'eau.